L'usage de la conscience, c'est quand même quelque chose de très particulier au genre humain. Et dans l'usage de la conscience, dans l'usage de la raison, dans l'usage de la réflexion, il y a des interrogations. Ce qui est un peu étonnant, c'est que beaucoup de personnes présentent le doute comme quelque chose de problématique, de dangereux, quelque chose qui fragiliserait la personne. Si vous devez avoir un rendez-vous, par exemple, pour un entretien d'embauche, une personne qui vous conseillera pourra vous dire sois sûr de toi, ne doute pas, affirme les choses, hein. Si même on te pose une question à laquelle tu ne sais pas répondre, ça ne fait rien, réponds quand même quelque chose, parce que l'employeur préférera te voir affirmer quelque chose qui est faux ou qui est approximatif, mais voir que tu n'hésites pas à affirmer quelque chose plutôt que de te voir rester à hésiter, à douter, à ne pas savoir quoi faire, à ne pas savoir quoi répondre. Alors, comment se fait-il que le doute soit perçu de cette manière? Et d'abord, que se passe-t-il lorsque une personne humaine doute? On va partir d'une situation où le profilage SIC d'une personne, le profil SIC d'une personne, vous savez, son potentiel de qualité relationnelle, le module recevoir, reçoit une information où cette information est transférée au mode traiter l'information et où la personne se rend compte que l'information qu'elle vient de recevoir, elle ne correspond à rien dans son référentiel. Il ne comprend pas, cette personne ne comprend pas cette information, elle ne peut pas y croire parce que ça lui paraît totalement improbable et ça ne ressemble à rien de ce qu'elle a pu vivre jusqu'à présent. Alors, cette personne va se trouver devant une situation un petit peu paradoxale parce que, euh, selon le modèle SIC, lorsque une information se présente à nous, nous n'avons pas la possibilité de choisir de l'intégrer ou pas. Elle vient, et nous ne faisons pas exprès qu'elle vienne, et nous la recevons, et nous ne faisons pas exprès de la recevoir, de même que nous ne faisons pas exprès de la refuser. Une fois qu'elle est intégrée, eh bien, elle est en nous, et nous devons, coûte que coûte, quoi qu'il en soit, intégrer cette information dans notre système de référence. L'information est là, et il convient donc désormais de l'harmoniser. Alors voilà le problème qui va se poser, c'est que la personne va se trouver en possession, entre guillemets, d'une information qui est au milieu d'elle, comme une espèce de boule, comme une espèce de chose, d'objet extérieur qui s'est implanté là et qui n'a aucune connexion ni avec ce qu'elle sait, ni avec ce qu'elle croit, ni avec ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a expérimenté. Aucune connexion. Et pourtant, cet objet est là. Alors, ce sentiment de décalage, ce décalage va produire plus exactement un sentiment, un malaise, un mal-être, une rupture, quelque chose qui va être un petit peu désagréable à vivre. C'est peut-être quelque chose qui vous est déjà arrivé, notamment dans la formation, à la fin du premier module, le module d'initiation, où beaucoup d'étudiantes et d'étudiants sortent de ces 2 premières journées de formation avec ce sentiment de rupture, d'incompréhension, de complication, parce qu'elles apprennent un certain nombre de concepts, et notamment le principe de l'inversion du paradigme, de l'altérité. Elles apprennent ce concept, et ces concepts, finalement, contredisent à peu près tout ce qu'elles ont étudié jusque-là. Alors, ce doute, ce désagrément, ce ressenti désagréable d'avoir en soi quelque chose avec quoi on est physiquement, c'est pas seulement qu'on n'est pas d'accord, c'est que ça ne se rattache à rien, ça va produire un sentiment de rupture, un sentiment d'incompréhension, un sentiment de difficulté, un sentiment d'être perdu, d'être désorienté face à cette information qui, pour le moment, est inconnue, incroyable et inédite, hein. Voilà un petit peu comment on va se passer. Ce sentiment va provoquer en nous un mouvement spontané, réflexe, hein, même sans doute, pour harmoniser l'information en nous. Alors c'est toujours pareil, c'est bien l'émotion, le sentiment, le ressenti qui constitue le moteur de la mise en mouvement de la personne pour aller chercher auprès de quelqu'un ou de quelque chose une solution à un problème. C'est l'émotion. Ex motio, ça veut dire ça, en fait, ça veut dire impulsion en dehors d'eux, impulsion vers l'extérieur. Donc la personne, sous le coup de l'émotion, va soit s'adresser à quelqu'un
lorsque c'est une interaction avec une personne, soit s'adresser à soi-même, lorsque l'autre personne, c'est soi-même, dans le cadre du SHE et de l'interaction avec soi ou du conflit en soi. Et grâce à cette impulsion, eh bien, la personne va opérer un bouger. Qu'est-ce qui va bouger? Eh bien, ce qui va bouger, c'est sa conscience. La personne va mettre en œuvre, à partir de cette information incompréhensible, sur la base de son émotion, elle va mettre en œuvre une capacité humaine qui est la capacité à penser. Et elle va faire bouger sa capacité à penser en transformant cette capacité à penser en un acte de réflexion. Alors voilà que nous sommes en présence de deux mots différents. Nous avons le mot penser et nous avons le mot réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrêtons-nous un instant sur ce que ça veut dire. La pensée, ça suppose, ça laisse entendre, de manière un peu implicite, un peu non dite, mais ça laisse entendre quelque chose comme une inaction, quelque chose comme peut-être même une certaine passivité. Je pense, je laisse aller ma pensée. Je laisse errer mes pensées, comme si penser, ça avait quelque chose d'un peu erratique. On passe d'une idée à une autre, d'une manière un peu compliquée, un peu bizarre. En réalité, ce n'est pas du tout erratique parce que tout cela est calibré et normé et organisé, même spontanément, par une logique très puissante qui est la logique interne de la personne. Vous savez, cette logique que les surréalistes appelaient l'écriture automatique, c'est la logique des rêves en fait. Mais cette logique, elle est extrêmement cohérente à l'intérieur de la personne, donc ce n'est pas du tout erratique, mais vu de l'extérieur, ça laisse effectivement supposer que ça pourrait avoir quelque chose d'un un petit peu incohérent, un petit peu bizarre, un petit peu inattendu. Donc, je laisse errer mes pensées comme si c'était ça le propre de la pensée. Alors, dans ce sens-là, il arrive assez fréquemment de confondre la pensée avec la rêverie, avec le songe. Et cela est faux. La rêverie, et c'est tout à fait autre chose, c'est le transport de l'ensemble de nos connaissances vers un mode particulier de réflexion qui est un mode en image, un mode imagé. C'est l'imagination, c'est le rêve, c'est le film, c'est la poésie, c'est la métaphore, etc., etc. Donc, vous voyez que penser et rêver, ça n'a pas du tout le même sens, même si penser a ce sens un petit peu parfois comme ça, un petit peu erratique. Alors, je vous recommande ici la lecture d'un court texte de Edgar Allan Poe. Vous savez qu'Edgar Allan Poe est un homme qui a beaucoup réfléchi sur la réflexion, réfléchir sur la réflexion, vous voyez, comme ça, en mode aporitique un petit peu. Et il a écrit une nouvelle dans les Nouvelles extraordinaires, je crois, ou de mémoire, qui s'appelle Double assassinat dans la rue Morgue. Alors, il décrit deux personnages, lui-même, enfin un personnage qu'il appelle Je, qu'on va supposer être Edgar Poe, et puis un ami de Edgar Poe qui s'appelle Dupin. Charles-Auguste Dupin. Donc, ces deux personnages marchent dans les rues de Paris, côte à côte. Ça fait un quart d'heure qu'ils ne se sont pas adressés la parole, parce qu'ils marchent chacun absorbé dans ses pensées. Et donc, ils ne parlent pas depuis un quart d'heure. Et tout à coup, M. Dupin dit à Edgar Poe exactement ce qu'il est en train de penser. Il lui dit de mémoire, oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est un bien petit bonhomme et qui n'est pas de taille avec les ambitions qu'il s'est fixées. Quelque chose comme ça. Alors Edgar Poe, tout à fait étonné, dit, écoutez, cher ami, je suis vraiment très surpris. Comment est-ce que vous faites pour connaître aussi précisément mes pensées? Et Monsieur Dupin lui dit, ben, en fait, ça fait un quart d'heure que je vous observe et à travers votre comportement, j'arrive à suivre votre pensée, vos regards, votre manière de marcher, j'arrive à suivre votre pensée. Donc c'est un petit peu ça la pensée, c'est un enchaînement. Quand on parle également de pensée, on va parler aussi de quelque chose qu'on ne sait pas. Quand on dit « je pense que oui », ça veut dire en fait parfois peut-être que non. Donc c'est un petit peu tout ça la pensée. En revanche, la réflexion, elle, c'est la même base. À la base, c'est la même chose. C'est la mobilisation de l'ensemble des choses que l'on connaît d'une manière ou d'une autre. Donc, ça fait référence à nos convictions, à nos croyances et à nos certitudes. C'est ça, la base de données, c'est ça. Simplement, dans la réflexion, la personne va mobiliser sa capacité à penser d'une manière volontaire et, nous allons le voir, très organisée. Cette réflexion, elle va prendre plusieurs formes. Il y en a une qui va consister à combiner des éléments
différents, hein. On va prendre un petit peu de savoir, un petit peu de ressenti, un petit peu d'expérience. On va faire référence à une théorie qu'on a écoutée, qu'on a particulièrement retenue parce qu'elle nous a plu, etc., etc. Et on va combiner ces éléments pour en faire des possibilités de solutions aux problèmes que nous rencontrons. Pour examiner cette idée incongrue qui est arrivée en nous sans qu'on sache d'où elle vient et sans qu'on ait le moindre écho en nous de cette idée, on va la combiner avec des éléments que nous avons en nous, ce qui va permettre de créer des ponts. Ça s'appelle des hypothèses. On va faire des hypothèses et on va faire autant d'hypothèses qu'il y a de possibilités de combiner les éléments entre eux, autant d'hypothèses finalement qu'il y a de solutions possibles. Et on va regarder pour chaque hypothèse si elle est crédible, si elle ressemble à quelque chose, si elle est théoriquement logique, etc., etc. Or, en progressant de cette manière dans la structuration, nous allons arriver à un moment où nous aurons de fait créé des liens entre des choses que nous avions dans nos convictions, nos croyances et nos certitudes, et d'autre part, cette idée qui nous est arrivée a priori sans aucun lien avec ce que nous savions déjà. Et là, nous sommes sûrs, lorsque ces passerelles existent, nous sommes certains que nous avons harmonisé cette nouvelle idée en nous-mêmes. Nous ne doutons plus de cette idée, même si nous ne sommes pas d'accord, nous allons la classer dans la catégorie des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Mais c'est déjà une harmonisation en soi. Du coup, dans le même élan, nous avons également satisfait ce besoin que nous avions de ne plus nous trouver en porte-à-faux avec le sentiment d'un corps étranger qui était présent en nous. Et du coup également, nous sommes capables de référencer cette idée nouvelle qui s'est ajoutée à la masse de nos connaissances, au périmètre de nos connaissances. Nous sommes capables de retourner vers le monde pour l'utiliser comme un argument dans un échange avec le monde que nous choisirons, nous le savons, aussi équilibré que possible. Donc voilà comment nous avons réussi à harmoniser cette pensée en nous. Mais de ce fait, le doute, on le voit, loin d'être la plaie un peu pénible, l'espèce de sentiment bizarre et dangereux qui nous était présenté au début, ben, c'est tout le contraire, hein. C'est un moyen, c'est une étincelle originelle, c'est un moyen que nous trouvons pour déclencher en nous une mécanique de comparaison, d'analyse, de ressenti affectif qui va nous permettre d'intégrer quelque chose de nouveau dans notre savoir, dans le périmètre de ce que nous savons. Cette étincelle, vous pouvez l'appeler la peur, hein, un virus apparaît, puis j'ai peur de ce virus. Vous pouvez l'appeler l'intérêt, un virus apparaît, je suis très intéressé par ce virus. Vous pouvez l'appeler le désir, un virus apparaît et je désire ardemment faire tout ce qu'il faut pour combattre ce virus, ne pas me contaminer, ne pas contaminer les autres, etc., etc. Mais voilà le moteur. Et ce doute qui est à l'origine de notre mouvement en avant va en fait être la manière que nous allons trouver de intégrer cette idée en nous. Et en réalité, vous le constatez, il y a une véritable jubilation, il y a une véritable gourmandise dans ce processus qui va de doute à la conscience pour toute idée nouvelle et qui va de l'ignorance finalement au savoir pour être de manière très schématique. Jean-Louis Lascaux parle d'esthétique de la raison, en parlant plus particulièrement peut-être du doute rationnel, mais pas seulement, parce que l'ensemble des doutes contribuent à cette mise en œuvre de notre raisonnement. Esthétique donc de la raison, en cela, il prolonge la pensée de philosophes comme par exemple Kant qui lui parlait d'esthétique transcendantale et Descartes qui avant même Kant disait qu'il s'appliquait à rejeter, je cite, à rejeter comme absolument faux tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindre doute afin de savoir s'il ne resterait point après cela quelque chose en ma créance qui fût entièrement indubitable. Fin de citation, c'est l'introduction au discours de la méthode. Alors, imaginons maintenant une seconde qu'il n'y a plus de doute. Nous ne doutons pas. Imaginons qu'on supprime le phénomène du doute pour voir un petit peu ce qui se passerait, pour imaginer un petit peu ce qui se passerait. On va poser une hypothèse très invraisemblable. Donc, nous recevrions des informations nouvelles, nous en recevons en permanence, mais il n'y aurait plus en nous aucune incompréhension, aucun sentiment d'inexpérience, aucun sentiment de malaise, aucun trouble, ça ne nous percuterait en aucun cas.
Le résultat signifierait que nous recevrions n'importe quelle information avec un égal écho en nous-mêmes. Hein, si nous apprenons qu'un astéroïde qui fait 4 fois la Terre se projette à toute vitesse vers la Terre et va la faire exploser, ce serait la même chose que si nous apprenions qu'il y a un moustique sur la table. Et ça s'appelle l'indifférenciation de l'information. Je vous renvoie ici à la vidéo de Jean-Louis Lascaux sur l'indifférence, sur la boucle de l'indifférence, parce que cette indifférenciation ferait un blocage de notre capacité à intégrer des choses nouvelles, en ce sens que nos 3D deviendraient à ce moment-là, nos 3C, pardon, deviendraient à ce moment-là l'enfermement dans lequel se trouverait notre conscience, notre capacité à apprendre des tas de choses. Nous refuserions l'information au nom de notre conviction. Nous refuserions l'information au nom de nos croyances et nous refuserions alors l'information au nom de nos certitudes. Donc on le voit, ce qui est à l'origine de cette situation de manque d'assurance en soi que nous pointions au début de ce cours exposé, ce n'est pas du tout le doute. Au contraire, le doute, c'est ce qui va nous permettre d'ouvrir notre appétit de connaissance vers le monde. Alors, si ce n'est pas le doute, qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, nous manquons d'assurance en nous? Nous ne sommes pas certains de pouvoir y arriver. Nous nous sentons intimidés, enfin, et toutes ces sortes de choses. Eh bien, je pense que la réponse à cette question, vous la connaissez. Parce que vous l'avez étudié au cours de ce cursus de formation qui se termine en ces 2 jours de symposium. Il s'agit du fatalisme fonctionnel. C'est-à-dire qu'au moment où je reçois cette information que je ne comprends pas, où je me sens mal à l'aise parce qu'il faut que j'harmonise ça, et où ce doute sur la véracité de l'information, sur l'information, me pousse à mettre ma pensée en mode réflexion, ce qui se produit à ce moment-là, et qui va faire que je ne serai pas capable d'aller jusqu'au bout de ma démarche, c'est de me dire, mais Jésus, tu sais très bien que tu ne vas pas y arriver. Tu n'as pas les compétences pour ça, tu n'en es pas capable. D'ailleurs, personne n'y est jamais arrivé. Laisse tomber. C'est comme ça, c'est la vie. Tu n'y peux rien. Il n'y a rien à faire. C'est une fatalité. Et là, je ne suis pas en train de douter, je suis en train de me mettre dans une situation où je vais moi-même m'interdire d'accéder à l'information, non pas du tout sur la base du doute, mais au contraire, sur la base d'une certitude erronée, d'une croyance erronée, ou peut-être d'une conviction erronée selon laquelle je ne serais pas capable d'accéder à un certain niveau d'information, à un certain niveau de relation. Ce qui bloque notre capacité à nous ouvrir au monde, ce n'est en aucun cas le doute, mais le fatalisme fonctionnel. C'est l'idée que nous nous faisons que nous ne sommes pas capables d'être en relation avec le monde, avec autrui, en mettant dans cette relation toute la qualité relationnelle que nous sommes en mesure d'y mettre. Je voudrais conclure ce rapide exposé sur, peut-être que vous l'avez trouvé trop long d'ailleurs, en revenant sur cette maxime, sur cette magnifique maxime de la qualité relationnelle qui dit « Je suis le seul acteur, je suis l'unique acteur de la qualité de mes relations avec vous ». Ça signifie que quoi que vous fassiez, je suis toujours capable d'établir avec vous une relation de qualité. Je suis le seul acteur de la qualité de mes relations avec toi. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre patience et à très bientôt.